Oui, bonjour, bonjour à tous. Première chose, il ne faudra pas m'en vouloir, mais mon exposé ne pourra pas être complètement exhaustif. Il y a des textbooks qui sont consacrés à ce sujet, et forcément, mon exposé sera limité, en tout cas, à ce qui paraît, aux yeux de pas mal d'entre nous, les éléments essentiels de la prise en charge des patients présentant un SDRA. Donc on va embrayer sur la définition. On a vu tout à l'heure ce SDRA sévère, suivant la définition de Berlin, ça se limite aux patients qui ont un rapport PO2 sur FiO2 inférieur à 100 mm de mercure. Et pour finalement éclairer la fin des propos entre Richard Boiteau et Laurent Brochard sur l'opportunité de mesurer ces gaz du sang à 5 cm d'eau de pipe, un travail italien très récent a montré qu'en fait, quand on prend des patients qui ont un SDRA très modéré, léger, en fait, quand on descend la pipe à 5 cm d'eau, il y en a une infime minorité qui deviennent des SDRA sévères. Concernant les patients qui ont je dirais, quand on les prend en charge avec une pipe plus élevée, donc un rapport PO2 sur FiO2 entre 100 et 200, il y en a un nombre un petit peu plus important qui devient sévère, mais c'est un peu normal à un moment donné de devoir standardiser la pipe comme la FiO2 dont on parlait tout à l'heure. Et finalement, de façon assez surprenante, des SDRA sévères, quand on leur baisse la pipe, il y en a un certain nombre, on peut en discuter évidemment, qui s'améliore, ne cesse qu'en diminuant peut-être la surdistension. Alors ça, c'est une constatation pratique, mais qu'est-ce que ça donne en termes d'intensité des images et d'intensité des lésions? Eh bien, on s'aperçoit en fait qu'à 5 cm d'eau, c'est là où on arrive à être peut-être le plus discriminant, et en particulier pour différencier les SDRA sévères des SDRA modérés, comparés à la pipe dite clinique, c'est-à-dire celle au moment où le patient est inclus dans l'étude, après réglage par le clinicien, ou une pipe plus élevée, par exemple à 15 cm d'eau. Et de façon très intéressante aussi, on voit que cette pipe à 5 cm d'eau permet de bien séparer les patients en termes de pronostic. Donc ça paraît, si toutefois l'état du patient le permet, assez opportun de baisser cette pipe à 5 cm d'eau pour pouvoir classer ces patients et les inclure dans des protocoles. Je ne vous parle pas de prise en charge clinique, mais simplement ça paraît assez pertinent pour les inclure dans des essais. Alors notre prise en charge, finalement, si on résume, elle va avoir deux objectifs principaux. C'est corriger l'hypoxémie, ça c'est ce qui nous attire tous, et aussi préserver le parenchyme pulmonaire, puisque c'est souvent plus grâce à ça qu'on va améliorer le pronostic des patients. Donc je reprends LungSafe. Ça, c'était des résultats intermédiaires uniquement après l'inclusion des patients de l'hémisphère nord, avec une mortalité, Laurent vous a montré mortalité à 28 jours, à 90 jours, c'était quand même 46% de mortalité, donc un petit peu loin, quand on prend l'ensemble des patients, un petit peu loin de ce qui est donné par les études randomisées nord-américaines. C'est satisfaisant de voir qu'en 2016, les données épidémiologiques corroborent finalement des données plus anciennes, c'est-à-dire cette action sur le rapport PO2 sur FiO2, c'est quelque chose qui va nous préoccuper essentiellement durant les 48 premières heures de la prise en charge. Les effets de la ventilation mécanique, je n'y reviendrai pas. Vous savez tous qu'il y a à la fois des lésions mécaniques, des lésions aussi biologiques qui influencent le pronostic en aggravant les lésions pulmonaires et en pouvant agir aussi sur la défaillance pluriviscérale. Peut-être les données les plus récentes suggèrent, en tout premier lieu, de ne pas retarder l'intubation. Il y a des données concernant la VNI, il y en a plus récentes concernant l'oxygénothérapie à haut débit, l'Optiflow, qui suggère de ne pas retarder l'intubation. Et puis il y a ce travail tout récent sur une cohorte de plus de 400 malades issus d'un centre et qui montre très bien que quand on retarde l'intubation au-delà de la 24 première heure, eh bien il y a un pronostic à 2 mois qui est moins bon pour ces patients. Donc ne pas chercher à tout prix. Si on n'arrive pas, durant les 24 premières heures, à optimiser les échanges gazeux en ventilation non invasive ou en Optiflow ou par d'autres moyens, il faut savoir ne pas retarder cette intubation, et ça, c'est quand même essentiel à souligner.
Ensuite, une fois que le patient est intubé, on va chercher à optimiser le réglage du ventilateur. Alors vous allez me dire pourquoi ressortir finalement des résultats d'une étude qui a 16 ans. On pourrait penser que c'est tombé maintenant dans la pratique courante. J'extrais des résultats de LungSafe et vous voyez que les patients qui ont donc un SDRA, eh bien il y en a près de la moitié qui sont ventilés avec un volume courant de plus de 7 ml par kilo. Alors, une des explications, c'est peut-être celle qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont sous-diagnostiqués, ces malades qui ont un SDRA. Mais enfin, c'est pas plus rassurant. Ça voudrait dire que des patients qui sont hypoxémiques, même si dans notre tête on pense que ce ne sont pas des SDRA, on les prend en charge avec des volumes courants excédant 7 ml par kilo. Donc il y a encore un effort à faire. Ça a été souligné tout à l'heure, cet effort est d'autant plus important, c'est pas parce que le patient a une pression de plateau qui est basse qu'il ne va pas bénéficier pour autant de la réduction du volume courant, et c'est quelque chose qui est très important à prendre en considération, et ça n'est pas un acquis. On a encore des progrès à faire. Il y a ensuite la présentation morphologique des patients. Vous voyez ces scanners un peu caricaturaux, c'est-à-dire dans un cas, vous avez une atteinte extrêmement diffuse à gauche, et puis à droite, une atteinte beaucoup plus hétérogène avec, on va dire, des opacités associées à du poumon qui est à peu près, enfin qui semble à peu près normal. Et évidemment, en termes d'efficacité de la PIP, la réponse ne va pas être la même. Avec une meilleure efficacité, en termes aussi de recrutement, quand on l'évalue sur scanner, sur le patient qui a une atteinte diffuse. Alors c'est pas pour ça que plus on peut le recruter, plus le pronostic est bon. Ça n'est pas suggéré par les travaux, mais ça suggère peut-être d'avoir un raisonnement par patient et pas par recette. Et sans doute de bien regarder la morphologie des patients, parce que le risque chez les patients qui ont une atteinte hétérogène, comme celui-là, eh bien c'est le risque d'induire de la surdistension dans les territoires antérieurs, d'aggraver les lésions induites par la ventilation mécanique, parfois même d'aggraver vos échanges gazeux, puisque vous allez raréfier la perfusion de ces zones rétrosternales. Alors, les études comparant différents niveaux de PIP avec des protocoles qui étaient quand même très différents ne semblaient pas, quand on les regardait une à une, montrer d'avantage à utiliser des niveaux de PIP élevés. Lors de cette méta-analyse, qui conjuguait les résultats de ces 3 travaux, il était montré que pour les patients les plus graves, une stratégie utilisant des niveaux de PIP élevés était associée à un meilleur pronostic. A contrario, on peut dire que pour les SDRA légers, vous voyez que la différence entre les deux courbes est exactement la même, bon, sauf que comme il y a beaucoup moins de patients, la différence n'est pas significative, mais il y a quand même un signe, c'est-à-dire les niveaux de PIP élevés, c'est surtout bien pour les patients les plus graves. Et là, on est dans le domaine du SDRA sévère, et c'est sans doute quelque chose de plutôt pertinent, encore une fois, en tenant compte certainement de la présentation morphologique des patients. Celui qui est une atteinte diffuse, là, il n'y a pas de doute, il faut un niveau de PIP élevé. Mais une fois qu'on a dit ça, et qu'on regarde comment ça se passe dans la pratique, vous voyez cette ligne bleue, c'est le protocole d'une des études avec niveau de PIP élevé. La ligne rouge, c'est dans la même étude, PIP plutôt basse, c'est-à-dire celle de l'étude de 6 ml par kilo versus 12 ml par kilo. Je prends une FiO2 à 0,6. Pour une FiO2 à 0,6, dans le bras PIP basse, on devrait être à 10 de PIP. Vous voyez que dans l'UNSAFE, il y a un malade sur 2 qui est à 0,6 de FiO2, qui a un SDRA et qui n'a pas 10 de PIP. Donc là, encore une fois, on a des efforts à faire, et avant même d'atteindre des niveaux de PIP dits très élevés, ça serait déjà une avancée d'avoir un niveau de PIP suffisant. Concernant la pression de plateau, il n'y a pas eu des études comparant vraiment très strictement des niveaux de pression de plateau différents. Et dans cette étude post-hoc de l'étude ARMA, il avait été montré qu'au-delà de 28 cm d'eau, il y avait une association directe entre niveau de pression de plateau et mortalité. Et puis, récemment, donc, a été introduit le concept extrapoler, on va dire, le concept de pression motrice. Je vous rappelle, c'est la différence entre la pression de plateau et la PIP normalement totale. Mais vous voyez que quand, en fait, c'est juste l'extraction d'une partie de la compliance, puisqu'on a juste enlevé le volume courant. Alors, en dehors du fait que c'est difficile de l'avoir comme objectif, c'est plutôt le témoin de la sévérité de l'atteinte pulmonaire, ça suggère quand même suggère un certain éclairage sur les niveaux de pression de plateau et les niveaux
de PIP. Vous voyez que par exemple, ici, sur ce diagramme, vous voyez une augmentation de la mortalité au fur et à mesure que la pression de plateau augmente. Alors qu'ici, la pression de plateau augmente, mais vous n'avez pas de modification de la mortalité. Ici, vous avez en revanche un différentiel qui s'accroît entre pression de plateau et PIP, donc une augmentation de la pression motrice, alors qu'ici, la pression motrice est restée constante. De la même façon, vous voyez que des niveaux croissants de PIP peuvent, sous certaines circonstances, en particulier quand la pression de plateau, quand la pression motrice n'a pas bougé, ça se traduit par aucun impact sur la mortalité. En revanche, quand en accroissant le niveau de PIP, on a un maintien de la pression de plateau et donc une diminution de la pression motrice, ça, c'est associé à un meilleur pronostic. Peut-être le résultat le plus intéressant de cette étude, c'est celui-ci, c'est concernant les barotraumatismes qui semblent plus importants lorsqu'on a une pression motrice qui excède 15-16 cm d'eau. Le risque est beaucoup plus important et vous voyez que ce risque n'était pas du tout corrélé au volume courant qui était utilisé. Donc on a vu qu'on restreignait le volume courant, on restreint la pression de plateau, la pipe, on utilise plutôt des niveaux, en tout cas supérieurs à 10 cm d'eau. La façon de régler la pipe, ça pourrait faire là aussi l'objet d'un exposé. On se fixe des objectifs aussi de PO2 qui sont modestes, entre 60 et 75 mm de mercure, suivant l'organisation du service. Et puis tout ça, c'est à adapter à chaque profil de patient, bien entendu. Ça peut être le poids, ça peut être la présentation morphologique scanographique ou radiologique, par exemple. On va passer aux adjuvants. Un petit point sur les curares. Les conclusions, je voudrais insister sur des points très précis de l'étude Accurasis. D'abord, c'est pas pour tous les curares. L'étude a été réalisée avec un curare, qui est le Cisatracurium, et on sait maintenant que les propriétés spécifiques des curares ne sont pas toutes les mêmes, et en particulier peut-être des effets anti-inflammatoires. Deuxièmement, dans cette étude, ce n'était pas tous les SDRA, c'était les SDRA qu'à l'époque, il n'y avait pas la définition de Berlin, mais qu'on avait qualifié de sévère. C'était un rapport PO2 sur FiO2 inférieur à 150, avec une pipe supérieure à 5 cm d'eau. Et ensuite, c'était pas à 7 jours, quand le malade a une fibrose évoluée et une compliance très altérée qu'on l'écurarise, c'était très tôt dans l'évolution. Et ensuite, bien regarder que ce n'est pas une attitude caricaturale, c'est-à-dire on intube le patient, on le curarise, et puis 10 jours après, on arrête. C'était pas ça. C'était à la fois une curarisation de 48 heures, mais associée aussi à une ventilation protectrice avec un algorithme très précis de prise en charge des patients. Et puis, la deuxième phase, c'est que, passer ce cap aigu, c'est arrêter les curares, arrêter la sédation et essayer le plus vite possible de passer ces patients autoriser en tout cas la ventilation spontanée. À ce moment-là, on avait utilisé l'aide inspiratoire, mais d'autres modes de ventilation peuvent être utilisés et accélérer donc le sevrage. Et ensuite, résultat important pour la pratique, c'était uniquement pour le groupe de patients avec un rapport PO2 sur FiO2 inférieur à 120 qu'on avait observé une différence de pronostic. Alors ces résultats demandent à être confirmés. Il y a une étude américaine qui commence là sous peu, qui va inclure, je crois, 1400 ou 1500 patients. Je crois qu'il y a une étude canadienne qui est en cours de préparation également, ayant comme objectif de confirmer ou pas les résultats de notre étude Accurasis. Une fois que ce patient est le réglage du ventilateur optimisé, qu'il est le cas échéant curarisé, on va donc peut-être utiliser d'autres adjuvants si l'hypoxémie persiste, ou même si le patient reste avec un rapport PO2 sur FiO2 inférieur à 150, c'est le décubitus ventral. Les données récentes, vous le savez, suggèrent qu'il faut des durées prolongées de décubitus ventral. Il y avait des études et une méta-analyse surtout qui suggérait qu'il pouvait y avoir un impact bénéfique du DV chez les malades les plus graves, entre guillemets. C'est ce qui a été montré par Claude Guérin et les co-investigateurs de ProSeva, qui ont inclus des patients avec un rapport PO2 sur FiO2 inférieur à 150, et qui ont montré une amélioration du pronostic de ces patients. Je voudrais insister sur quelques points très particuliers. Les malades qui n'avaient pas de réponse, entre guillemets, avec pas d'augmentation de rapport PO2 sur FiO2, ont continué le décubitus ventral. Ce n'était pas un traitement de la
PO2, c'était un traitement dans une stratégie de ventilation protectrice. Ensuite, 90% des patients étaient curarisés, et quand le seuil de 150 mm de mercure de rapport PO2 sur FiO2 était atteint, à ce moment-là, le décubitus ventral était arrêté et le patient entrait dans une stratégie de sevrage. Cette efficacité du DV paraît d'autant plus importante que le patient a une ventilation protectrice, que les durées de DV sont longues et que le patient présente un SDA sévère. Donc là, ça paraît tout indiqué. Un rapide point sur les stratégies de restriction des apports hydrosodés. L'étude de FACT qu'on nous cite souvent, je voudrais juste détailler quelques points méthodologiques. C'était uniquement des patients sans vasopresseur. C'était en moyenne des patients qui étaient inclus après 48 heures d'évolution du SDRA. Et un exemple caricatural, je vais aller assez vite, vous voyez un petit peu les données d'un patient type, sont pour lequel moi je n'aurais rien fait, et je pense que la plupart d'entre vous si, eh bien si ce patient avait été inclus dans le bras dit libéral, on aurait dû pratiquer une expansion volumique. Et malgré ça, il n'y a pas eu véritablement plus de morts avec ce protocole extrêmement agressif de remplissage, simplement un allongement de la durée de ventilation, et c'est peut-être là où je veux en venir, et le message c'est cette stratégie de restriction des apports et surtout peut-être d'introduction des diurétiques, elle doit se pratiquer lorsque le patient est stabilisé, et ça peut contribuer en tout cas à améliorer les conditions de sevrage de la ventilation. Bon, des algorithmes plus simples de prise en charge sont proposés maintenant. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais peut-être un point important, c'est un travail récent, une étude post-hoc de cette étude de FACT, où les patients du groupe restriction hydrosodés ont été comparés à ceux qui avaient donc une stratégie plus libérale. Eh bien, 75 patients seulement de la cohorte ont été testés, mais les résultats sont assez intéressants puisqu'il semblerait que la stratégie donc de restriction des apports et utilisation des diurétiques, eh bien, se soit associée à la survenue de davantage de séquelles neurocognitives et que le fait d'avoir été dans le bras stratégie de restriction hydrosodée, eh bien, ça soit un facteur indépendant associé à un mauvais pronostic neurocognitif au même titre que le niveau de PO2. Parfois, malgré tous vos efforts, malgré tous nos efforts, eh bien, les choses ne s'améliorent guère. C'est à ce moment-là qu'on peut peut-être recourir à l'ECMO, qui a été remise à l'honneur à l'occasion de deux événements, l'étude britannique de Gilles Pic, et puis aussi la grippe H1N1. Des critères ont été proposés, avant d'ailleurs H1N1. En gros, c'est un rapport PO2 sur FiO2 inférieur à 50 ou 70. Moi, je dirais, ça dépend de l'ECMO, de la disponibilité de l'ECMO. Si vous l'avez dans votre hôpital, vous pouvez très bien attendre que le malade ait 50 de rapport PO2 sur FiO2. S'il faut 4 heures pour que l'unité mobile vienne prendre en charge votre patient, vraisemblablement, vous avez intérêt à alerter quand ils sont à 70. Et l'utilisation du décubitus ventral, on y reviendra tout à l'heure, comme prérequis, comme ça a été proposé dans la conférence de consensus de notre société, ça paraît problématique parce que, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, sur des études très récentes, quand on regarde l'expérience de nos collègues ou la nôtre, on s'aperçoit qu'à peu près un patient sur deux n'a pas eu de décubitus ventral avant d'être mis sous ECMO, parce que dans certains centres, le décubitus ventral n'est pas encore suffisamment implanté. Et ça, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose très importante, c'est le délai de mise sous ECMO. Plus ce délai est raccourci par rapport au début du SDRA, meilleur est le pronostic. Donc, si on téléphone 10 jours après le début du SDRA pour mettre un malade sous ECMO parce qu'il est à un stade avancé de SDRA, le pronostic sera vraisemblablement très sombre. Des points clés, c'est indications très peu nombreuses, même dans des centres qui prennent en charge beaucoup de SDRA, c'est 5 patients par an. Nombreux effets adverses, c'est une technique qui manque, encore une fois, de sécurité, vous le savez bien, malgré les progrès techniques. Il y a une grande spécificité, c'est pas tout de leur mettre de l'ECMO, c'est des réglages spécifiques de la ventilation, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout les mêmes pressions de plateau, c'est pas du tout les mêmes volumes courants. Le moment où on doit sevrer le patient de l'ECMO, c'est quelque chose qui est compliqué à décider, et puis quand on a enlevé les canules, c'est pas comme quand on a extubé le patient et qu'on va le réintuber, où c'est relativement aisé. Là, c'est beaucoup plus compliqué de remettre une ECMO. Tout ça pour dire que c'est une affaire de centres experts,
D'ailleurs, l'étude anglaise, il n'y avait qu'un seul centre ECMO, et un travail récent montre que le pronostic des patients s'améliore quand le nombre d'ECMO par an, par centre, est d'au moins 30. En conclusion, je dirais que si on devait retenir des points clés, et relativement nouveaux, c'est ne pas retarder l'intubation, limiter la iatrogénie, parce qu'on pourrait parler de la prévention des infections et toutes sortes d'autres choses, et sans doute l'utilisation de volume courant, même hors contexte de SDRA sévère, la réduction du volume courant paraît quelque chose qui n'est pas encore complètement assimilé par tout le monde. Il y a plusieurs profils de patients. En gros, entre le ventilateur, peut-être la pluralisation et le décubitus ventral, on va régler l'immense majorité des cas préoccupants. Et le reste, après, ça sert, c'est une affaire de discussion et c'est une affaire aussi d'expérience. Je vous remercie.